Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc on démarre. Jérôme Dédéian est avec nous. Salut Jérôme. Alors tu as tellement de boîtes Jérôme que j'oublie celle du moment. Voilà, donc je suis associé de Tout sur mes finances et président de mon partenaire patrimoine, Société Sœur. Mon partenaire patrimoine. François-Mickey Marty, donc via Voice. Bonjour. Et Isabelle Bordry. Salut Isabelle. Qui, je l'espère, va venir nous voir régulièrement. Donc la patronne de Retency, qui, comme son nom l'indique, fait de la rétention. On peut le dire comme ça. Voilà, spécialiste de la data. Voilà, mais s'occupe quand même d'essayer... De protéger les citoyens en traitant leurs données personnelles. De protéger les citoyens en traitant leurs données personnelles, mais de faire en sorte aussi que ceux qui font du commerce essayent de garder au maximum leurs clients. Valoriser leurs données tout en protégeant les consommateurs et les citoyens. Et c'est avec toi qu'on va parler parce que je veux absolument parler de retail média. Tiens, juste un mot sur le biais de proximité. Vous avez découvert ça, le biais de proximité? Donc, sondage LinkedIn, juste un mot là-dessus. Et ensuite, on va sur les tranches campagne, parce que ça va être mon sujet du mois. J'adore ce truc. 52% des salariés pensent que les personnes qui choisissent de travailler au bureau vont être favorisées par leur patron. Alors moi, j'adore ce biais, c'est le 13e biais du recrutement et de l'évaluation des collaborateurs. Parce que tu sais, il y a des études très très sérieuses qui ont été faites depuis des années sur les systèmes d'évaluation et de recrutement. Bien sûr. On a identifié 12 biais qu'on a tous, que j'ai en tant qu'entrepreneur quand je recrute quelqu'un ou quand j'évalue un collaborateur et une collaboratrice, qui vont du biais de il a le même diplôme que moi donc il doit être super, ou il a une aspérité géniale, il fait de la course au large, c'est formidable, ou le biais de proximité, ce qu'on appelle de récence, c'est-à-dire que tu retiens quand tu évalues quelqu'un plutôt ce qui s'est passé récemment dans ta relation avec lui plutôt que tout le travail. Mais est-ce que tu crois que... T'en as 12 et donc on vient d'en rajouter un 13e qui est extraordinaire, qui ne va pas s'arranger avec les métaverses professionnels, on pourra en parler, avec les univers virtuels des boîtes où je pourrais apparaître dans le costume que je veux, avec l'avatar que je veux, et non pas ma personne réelle, même dans mon fonctionnement, dans ma relation avec mes collègues et mes supérieurs dans la boîte. Et il est évident, moi il me semble évident que ce biais va exister, et que donc il va falloir qu'on s'auto-programme pour éviter, pour y résister et garder de l'objectivité. Isabelle ? Mais c'est assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire du télétravail. Oui. Quand vous interrogez les jeunes, quand vous interrogez les managers, il y a une nouvelle organisation qui s'est créée en 24 heures quasiment, le jour où on a décidé du confinement. Absolument. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on est à mi-chemin, on se dit on veut faire du télétravail, mais tout d'un coup, on a peur pour sa carrière, pour les méthodes de management. Je pense qu'il va falloir se réinventer. Tu y crois, ce biais de proximité ? Moi, je pense qu'il existe. Effectivement, quand on termine une réunion, qu'on se voit, qu'à la suite de cette réunion, on boit un café, on échange, on évalue les gens beaucoup plus simplement, facilement, où on a l'impression de le faire, que lorsqu'on est derrière Teams. Et puis, donc c'est loin des yeux, loin du cœur, quoi. Enfin, c'est ce vieil adage. Exactement. Voilà. Exactement. François ? Oui, non, le patron de Via Voice. Bien sûr, c'est très intéressant. Surtout que toi, tu dois être plein de consultants là, qui télétravaillent un max dans ta boîte. Alors, me voilà exposé à des considérations personnelles. Non, ce qui est très intéressant, justement, ce qui est très intéressant, c'est que dans nos structures, là, tout le monde est quasiment revenu au travail, au bureau. Donc, alors, ça fait beaucoup réfléchir, parce qu'il y a au fond une ambivalence très forte, où on dit à la fois, finalement, le bureau traditionnel, c'est sympathique, parce qu'on fait du lien, on se connaît, on se rencontre pour la créativité, bien entendu, c'est fondamental. Mais on découvre qu'il y a aussi des considérations plus pragmatiques et plus intéressées. Donc soudain, le réel se trouve paré de multiples vertus, certaines étant très nobles et d'autres étant plus intéressées. Jérôme, un mot là-dessus. Un mot, parce que je veux pas que pour failloter, il faut voir les gens en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais attention, non, c'est pas sûr ça. Tu peux envoyer des mails, il y a des tas de moyens digitaux. Bien sûr, il y a plein de moyens subtils de failloter. Et quand j'étais salarié, ça m'est arrivé pas très longtemps dans ma vie, mais quand j'étais salarié, j'essayais de me faire bien voir auprès de mes patrons et patronnes, c'est normal, sur les jobs que je faisais, mettre en valeur mon travail et tout ça. Mais il y a plein de moyens de le faire, mais c'est quand même beaucoup plus simple de le faire autour de la machine à café que par un mail. François ? Il se trouve que Via Voice a fait un sondage sur ce sujet-là avant l'été. On a un tiers aujourd'hui des salariés qui estiment qu'ils sont plus loin de leur entreprise, mais pas uniquement en raison d'une distance physique, mais parce qu'ils ont le sentiment de s'éloigner de la culture de l'entreprise en restant chez eux. Donc il y a aussi ça. C'est-à-dire que si je ne suis pas au bureau, le bureau vit sa vie sans moi.
moi d'une certaine manière. Et donc oui, pour m'apprécier, pour me connaître, puis on voit aussi des gens qui finissent par quitter leur entreprise parce qu'à force d'être loin, d'être ailleurs, leur vie se fait ailleurs. Alors, donc, je ne veux pas qu'on ouvre le tiroir télétravail parce que celui-là, on en a pour une heure. Oui. Toute la journée. Le concept d'entreprise. Non, mais ça raconte quand on tire ce fil, bien sûr, ça donne le vertige. Tant sur le concept d'entreprise que sûr. sur l'immobilier, que sur le réaménagement du territoire. Enfin bon, c'est colossal. Mais voilà, donc biais de proximité. Mais un mot. Un mot. Peut-être que le métaverse va changer ça. Ah oui. Parce que le métaverse va permettre d'hybrider. Bon, alors on rentre dans le métaverse. Alors allons-y des dans le relations métaverse. Attends, au-delà de la simple vidéo. D'abord, j'ai toujours pas compris. Donc il faut d'abord m'expliquer. Et maintenant, je suis suffisamment vieux pour me dire si je comprends pas, il y en a d'autres qui comprennent pas. Donc il faut d'abord m'expliquer. Le métaverse, c'est, Isabelle, ce qu'on appelait Second Life. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est transposer les jeux vidéo, cet univers absolument incroyable dans lequel on a une double vie, une triple vie, etc., dans un contexte différent, mais le transposer dans la vie quotidienne. Mais attends, j'ai une question encore. C'est un espace, c'est ou ça va être, ou c'est déjà un espace public, c'est-à-dire il y a un métaverse? C'est tout ça qu'il faut définir. Aujourd'hui, il y a un Facebook. Il y a un Facebook qui veut d'ailleurs faire oublier qu'il est Facebook et donc lance Métaverse. C'est ça. Je pense que ça a été aussi. Mais donc ça va être l'environnement, le Métaverse de Facebook. Et on n'en sortira pas pour aller sur le Métaverse de, j'en sais rien, Retency par exemple. Donc tout ça va s'organiser. Mais on effectivement, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'hybridation entre la vidéo que l'on a tous vécue et qui est maintenant quelque chose d'absolument fondamental dans le télétravail, et cette relation que l'on va pouvoir établir. Alors comment tout ça va se mettre en place, on va le voir petit à petit, mais je ne serais pas surprise que des Teams, que tous ces gens-là s'intéressent au métaverse. Donc on va avoir un métaverse Facebook, un métaverse Microsoft, un métaverse Google. C'est cette capacité de jouer une interaction. Voilà, et un métaverse propriétaire d'une entreprise qui va être l'espace de collaboration de la boîte pour ses collaborateurs à l'échelle mondiale. Et puis, il y aura des passerelles entre métaverses. Voilà, c'est très difficile de faire de la prospective sur ce truc-là, mais ça a des perspectives extraordinairement intéressantes, ou pas. Et là, voilà, parce que nous, qui sommes suffisamment vieux aussi pour avoir connu Second Life, à un moment, ça a été un truc ultra hype. Absolument. Et oui. Et puis ça s'est effondré. Oui, alors pour une raison extrêmement simple, c'est show me the money. C'est-à-dire, pour la faire courte, Second Life n'a pas été capable de monétiser, de trouver un business model lui permettant... en fait, c'est devenu... L'Oréal ouvrait des magasins à l'intérieur de Second Life. Et moi, on me dit beaucoup que c'est l'interface en fait qui fonctionnait pas. Oui, mais en fait, Second Life n'a jamais été qu'un média supplémentaire qui était un espace publicitaire ou de communication pour des marques. Ouais. D'accord, mais ça n'a jamais pris dans les usages des consommateurs. On ne s'est pas mis à avoir une deuxième vie hybridée à l'intérieur de Second Life. Je ne sais pas si tu es allé dessus. Moi, j'ai regardé un peu. Tu vois, pour voir à quoi ça ressemblait, parce que grâce à toi, ça fait des années que je ne vis plus caché pour vivre heureux. Parce que tu te souviens, tu m'avais dit ça parce que j'avais pas de compte Facebook il y a 12 ans, ou 15 ans. Mais donc je suis allé voir et je suis reparti tout de suite en me disant ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, quand ça va apparaître comme étant les espaces de collaboration des entreprises où je pourrais apparaître avec mon avatar, donc j'aurai en plus un biais d'affichage de ma personnalité en fonction de ce que j'aurais choisi comme habit, donc comme là, caractéristique ça va de mon marcher. avatar. Voilà. François ? Oui, moi je y crois énormément. Alors je suis peut-être très enthousiaste sur beaucoup de choses. D'abord parce que ça... soyons sereins, l'horizon, que ce soit pour Facebook ou Microsoft, c'est à horizon 5 ans, 10 ans, pour que véritablement ça fonctionne extrêmement bien. Parce qu'en effet, il faut, dans un premier temps, des lunettes de réalité virtuelle ou augmentée. Peut-être ensuite une simple pastille sur les lunettes qui permettent, au fond, de se projeter dans un univers. Donc, il y a une question de technologie qui est essentielle. Moi, j'y crois énormément pour 2 raisons. La première, c'est parce que, en général, il faut 3 raisons, mais là, j'en ai que 2. La première, c'est qu'il y a des aspirations de société fondamentales là-dessus. C'est-à-dire, toute l'histoire du XXe siècle, c'est une histoire de gens qui ont envie de démultiplier leur vie, d'avoir plusieurs existences. Voilà, les écrivains, Fernando Pessoa, Romain Gary, tout ça, c'est des gens qui disent « je veux avoir plusieurs vies ». Puis alors, il y a des passionnants sondages qui ont été faits par l'agence de communication BETC au niveau mondial. Et vous dites aux gens, et notamment aux jeunes, vous leur dites « est-ce que vous préférez votre vie à vous ou la vie que vous pouvez avoir grâce à votre avatar ?» Tenez-vous bien, aux États-Unis, il y a 1/3 des gens, toutes générations confondues, donc y compris vous et moi, cher Stéphane, qui sommes très âgés, qui disent 1/3 des gens qui disent « je préfère mon avatar à ma vie réelle ». En Chine, 1/4, et en Europe, on est très éloigné par rapport à ça, on n'est qu'à 8 ou 9%. Mais c'est très... Donc quand on fédère tout ça, ça dit d'une part qu'on a des gens qui veulent avoir plusieurs vies en même temps, parce qu'ils estiment que leur vie est un peu courte et qu'elle a une finitude, si on peut dire, et d'autre part, on a des gens qui adorent
au fond, se plonger et construire leur vie avec le virtuel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus importante en termes business, vous parlez des questions de business, sur le métaverse, vous pouvez faire du business. C'est-à-dire votre avatar, supposons que votre avatar est la magnifique cravate que vous arborez aujourd'hui, vous pouvez dire, attendez, moi je vends mon avatar, Bien ma sûr, cravate, non, mais ça, on n'a pas de doute là. Et Ça, donc, j'ai pas de doute là-dessus. quand vous faites converger à la fois des aspirations de société très fortes et en même temps du potentiel business, il y a quand même... Alors entre les deux, en effet, il y a la performance technologique. Il faut que la technologie suive. Enfin, on peut faire Pourquoi elle ne suivrait pas la techno voilà. C'est exactement là. C'est une vraie question, parce que quand vous regardez les chiffres d'Oculus, qui sont ces lunettes que vend d'ailleurs Facebook, ils en ont vendu que 6 millions l'année dernière. Mais oui, parce que tu n'as pas l'usage. C'est très peu par rapport à l'utilisateur de Facebook. Ça, c'est une première chose. Puis en plus, ça demande des capacités machines qui sont absolument gigantesques. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, où on est effectivement à une recherche RSE, développement durable, etc., aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de faire tourner, et on l'a avec l'expérience des jeux vidéo, donc il y a des améliorations énormes des semi-conducteurs qui permettent effectivement d'aller beaucoup plus vite, et c'est les sociétés Nvidia, etc. Mais aujourd'hui, en termes de serveurs et de capacité machine, ça demande encore énormément de besoins. Donc il y a beaucoup de sujets à résoudre pour que ça devienne vraiment grand public, mais je suis d'accord avec vous. Il y a clairement qui imaginait, il y a 22 ans, qu'on aurait tous un téléphone portable dans la poche. Ah non, mais j'ai même mieux que ça, moi, tu sais. Imaginait... J'ai 1996, Bill Gates, There's no business on the Internet. Voilà, tout est dit là sur, et donc, sur l'idée qu'il ne faut surtout pas enterrer. Bah, tu la connaissais pas Non, beaucoup de choses je ne connais pas. Super mais c'est passionnant. L'Internet mémo envoyé par Bill Gates, en plus il a disparu de l'Internet. Tu ne le retrouves plus. Ah, c'est intéressant. Oui, mais il a disparu. En fait, pour savoir si c'est une bulle ou pas, c'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que c'est un truc, tu vois, effet de... Non, je voulais juste ce qui a changé par comprendre, rapport à et là j'ai Life. compris. Il y a des choses qui ont changé par rapport à Second Life, et moi je suis tout à fait d'accord que métaverse, ça ramène à la métaphysique, à ce que attend l'individu, aux aspirations profondes de l'individu. Tu as des sujets qui ont changé par rapport à Second Life, qui sont des sujets de comportement, donc essor du jeu vidéo, envie d'une socialisation différente, avec pratique de cette socialisation, en ligne, dans des univers séparés. Tu as l'effet corporate, donc là encore, une plateforme collaborative, capacité à organiser le travail de ses collaborateurs. Et puis tu as le petit effet NFT, qui consiste à être capable quand même d'identifier ou de singulariser un certain nombre de prestations qui vont de l'habit de mon avatar en passant par l'objet virtuel que mon avatar a, le logement de mon avatar, le foncier de mon avatar, qui permettent de sécuriser les transactions. Après beaucoup de jeux vidéo sont basés là-dessus, voilà. Donc ça on connaît ça. Après, la vie réelle a quand même ses droits et intangibles. Mais attends. Ce matin, je prenais un café avec un banquier d'affaires qui m'expliquait qu'il avait, on est en plein dedans, tu vas voir, qu'il avait aidé une transaction de centaines de millions de dollars aux États-Unis sur une boîte qui disait, compte tenu des perspectives de cette économie-là, il y a des gens qui font du contenu, des créateurs, des influenceurs, etc. Moi, j'ai levé de l'argent pour une société qui leur dit, faites votre contenu, votre création, ce que vous avez envie de faire, et nous, on va intégralement vous produire et vous monétiser ça, etc. Et je dis à ce banquier d'affaires, si les métaverses ne sont pas une bulle, c'est promis un brillant avenir. Et il me répond, ou si c'est une bulle qui explose plus tard. Ouais. Oui, voilà. Bah oui, bien sûr. Mais oui, non, mais j'ai vu passer des ventes de fonciers virtuels. Voilà. Enfin bon, bref, ça commence, on est d'accord. Mais quand même. Juste pour être sûr de bien comprendre, le métaverse d'entreprise, donc qui peut nous intéresser tous. Donc, je vais en fait passer ma journée avec un casque virtuel, peu importe. Et ce sera comme si, en fait, je suis au bureau, entouré des avatars de mes collègues, on sera en permanence ensemble, tout en n'étant pas ensemble. Alors, exactement, c'est des fonds d'écran, vous êtes dans le fond d'écran. Ouais, je comprends. Et donc, ça crée des interactions. Et pour véhiculer des valeurs, recréer des liens, c'est absolument clé. Et en fait, j'ai vu une société aux États-Unis, tu vois, qui s'est créée récemment, qui est une société qui conseille les collaborateurs qui vivent, parce qu'il y a des boîtes qui sont déjà passées en univers de collaboration virtuelle, ça existe, il y a des boîtes qui ont franchi le pas, et qui conseillent les collaborateurs et collaboratrices pour que, dans la définition des caractéristiques de leur avatar, pour que leur avatar ne soit pas mensonger, c'est-à-dire reflète bien qui ils sont, pour que si un jour ils se pointent au bureau, bah oui, mais au alors bureau, ils n'ont pas rencontré. Tu veux dire qu'il va y avoir. Bah oui, bien sûr. Oui. Et donc ça pose des questions d'usurpation, pas d'usurpation d'identité, mais de maquillage de qui je suis, qui peuvent poser des problèmes dans la vie réelle. Et les boîtes commencent à s'en préoccuper parce que si je me présente comme un cow-boy en Stetson, alors qu'en fait je suis un gentil dans la vie de tous les jours, le jour où j'arrive au bureau, personne ne me reconnaîtra. Donc le biais de proximité.
Non, mais c'est un vrai sujet. non, le métaverse, ok. Un mot encore là-dessus. Oui, François, je sais pas si on peut pas. Moi, ça me passionne, oui. Et c'est étonnant que ça te passionne. Oui, il m'arrive de me tourner vers l'avenir. Pas uniquement vers le 19e siècle. Non, mais parce qu'on en avait parlé ensemble et c'était absolument passionnant au moment de la 5G. Oui. Tu as une réflexion très prudente sur la technologie. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et là, non. Alors, pour tout dire, oui, puis on a un centre de prospective qui s'appelle le GCF, un centre global sur le futur, qui fait qu'on se penche sur ces sujets-là. Non, ça me passionne parce que là, le potentiel de base, c'est pas comme la 5G, justement. Sur la 5G, il y a des gens qui disent, là, c'est quoi ce truc, etc., ça me fait peur, etc. Là, on est sur du lourd, alors en termes économiques, et alors, je sais pas si on peut parler de considération existentielle sur Bismart. Bien sûr. Depuis très longtemps, on voit dans les enquêtes d'opinion, en Europe, mais ailleurs aussi, au fond, des gens qui disent, ah oui, mais ma vie, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a une finitude à l'existence. C'est-à-dire que, au fond, la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas d'au-delà, de paradis ou d'enfer, tout ce que tu veux. Bon, c'est un peu embêtant. Et l'idée de démultiplier sa vie, ça répond en partie à ça. C'est-à-dire qu'au fond, je n'ai pas une seule vie avec une finitude, j'ai tout d'un coup plusieurs vies qui peuvent avoir une forme d'éternité. Je pense qu'un moine cistercien n'avait pas besoin du métaverse. Je comprends ce que tu dis. Voilà. Tout à et donc fait. Aujourd'hui, on a un mal-être existentiel. Nous n'avons plus de transcendance. Exactement, nous n'avons plus de transcendance. Et donc ce métaverse, tout d'un coup, ouvre une manne de possibilités où, en effet, on peut travailler sur toute la planète, on peut devenir qui on veut. Oui, mais tu comprends aussi... Attends, juste, tu comprends aussi le potentiel de destruction de la société derrière tout ça. Mais bien sûr, totalement. Il est concernant. Alors, si on parle métaverse, métaphysique, je vais jusqu'au bout. Imagine qu'on monte un business qui te propose de faire survivre ton avatar. J'y pensais quand et donc on y va. Et donc on est, métaverse, métaphysique. Je pense qu'on est vraiment dedans. Et il va y avoir une controverse. Il va y avoir une controverse autour de ces enjeux-là, parce que tu imagines si tu as menti parce que tu t'es travesti. Tu as travesti ton avatar pour le présenter sous un jour favorable, c'est pas vraiment qui tu es, tu t'es inventé un passé pour survivre dans ton univers virtuel en étant une star, et que le jour où tu te confrontes à la vie réelle, ce mensonge apparaît à la face du monde, à la limite tu te suicides parce que ta vie virtuelle est ruinée et qu'elle était plus importante pour toi que ta vie réelle. Et donc on a des enjeux sociétaux, j'aime pas beaucoup le mot, mais vraiment des enjeux de psychologie lourde qu'il va falloir qu'on traite, de gens qui risquent de se couper du réel et de vivre encore plus qu'ils le sont qu'un gamer fou qui passe ses nuits avec ses trucs, avec sa population mondiale dans un jeu X ou Y. On a des vrais enjeux. Et ça va nous poser des problèmes d'entrepreneurs. Et Bismart va s'appeler bimétaphysique. Maintenant, je crois beaucoup, au final, que l'ensemble de la société est raisonnable. Quand la télévision est apparue, c'était la fin du monde. Quand l'Internet est apparu et le téléphone, c'était aussi très compliqué. Ça allait perturber toutes les relations sociales. Tout se fait par étapes, en fait. Et donc, on intègre, alors avec les côtés négatifs et les côtés positifs, mais à chaque fois, il y a cette hybridation qui se crée. Et c'est donc, je trouve, pas aussi négatif que ceux qui étaient pessimistes pouvaient l'imaginer, peut-être pas aussi optimiste que ceux qui l'imaginaient. Voilà. Il y a une espèce de... Le monde est finalement raisonnable. Alors, il y a un équilibre qui se trouve. Ce qui te donne raison ou pas, parce que dans la foulée, Facebook, qui est en pleine rédemption, c'est opération rédemption de Facebook, donc Meta, on devra dire maintenant. J'ai lu Meta pour la première fois dans les Échos ce matin et j'ai pas compris. Alors il rajoute ancien Facebook, mais voilà, à un moment renonce à la reconnaissance faciale. Enfin, c'est moins clair que ça, j'ai bien compris. Il supprime les visages enregistrés d'1 milliard d'utilisateurs en raison des inquiétudes croissantes générées par cette technologie dans la société. Alors, mais en même temps, ils nous disent qu'ils vont continuer les recherches pour des trucs comme déverrouiller son portable. Je pense que ça ne marche pas. Que la vidéo, aujourd'hui, les algorithmes de reconnaissance vidéo ne fonctionnent pas aussi bien qu'on aimerait le croire. Alors, ils fonctionnent très bien en Chine, parce qu'en Chine, vous avez toutes les photos des cartes d'identité dans une base de données. Et quand vous voyez les gens dans la rue, vous comparez la base de données de cartes d'identité avec les gens qui sont dans la rue. Donc ça peut matcher. Donc ça match. Et donc là, les algorithmes fonctionnent. Quand vous êtes à l'aéroport, que vous vous mettez face caméra et que les gens de la sécurité ont votre passeport, ils font pareil, la comparaison entre votre visage et votre photo d'identité, et ça fonctionne. Quand vous n'avez qu'une photo de foule et que vous devez reconnaître 2 fois de suite dans des endroits différents la même personne, en réalité, c'est extrêmement compliqué. Ouais.
Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les cheveux positionnés de la même manière, les femmes n'ont pas forcément la même couleur de cheveux sur 2 jours les uns après les autres, vous n'êtes pas habillés de la même manière, etc. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que la capacité des algorithmes, et peut-être aussi la capacité machine et les maths qui sont derrière, ne sont pas à un niveau suffisant pour être efficaces. Sinon, Facebook le garderait. Donc ça veut dire que tu ne crois pas, parce que cette phrase, elle allait dans le sens de ce qu'on disait sur Metaverse, en raison des inquiétudes croissantes générées par cette technologie dans la société. Tu n'y crois pas, ça, Isabelle ? J'ai regardé le premier pitch qu'a fait Mark Zuckerberg pour lever de l'argent. C'est très instructif. Il expliquait que Facebook serait un outil absolument phénoménal, car il permettrait de cibler publicitairement les gens en fonction de leur sexe, de leur sociodémo, de leur choix sexuel, de leur vie quotidienne, etc. Dans l'ADN de Facebook, cette notion de ciblage et de comprendre qui vous êtes pour commercialiser au mieux la pub est là. Donc tout outil supplémentaire est un bon outil. Aujourd'hui, ils changent leur fusil d'épaule, ils essaient de faire oublier Facebook, ils parlent de la métaverse pour être toujours à la pointe de l'innovation, pour oublier les côtés négatifs qu'il y a aujourd'hui sur Facebook. Voilà. Je pense que c'est, en termes de RP, quelque chose d'absolument formidable et de positionnement de la société. Pourquoi, en parallèle, ils abandonnent la vidéo ? Je crois sérieusement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas au point technique. Je vais rajouter un truc. Vas-y, Jérôme. Que si ça n'est pas une bulle, les métaverses, c'est-à-dire s'il y a vraiment une aspiration profonde de l'humanité à avoir plusieurs vies dans des univers virtuels où on dit qui on a envie d'être, cibler quelqu'un qui a décidé qui il avait envie d'être, c'est pas du tout pareil que de cibler un homme ou une femme de la vraie vie. En termes, tu vois, mais là ils vont pas si loin. Là, publicitaire. Non, je comprends, RGPD, Jérôme. voilà. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est reconnaissance faciale. Le truc, c'est comme tu le disais, la Chine, c'est-à-dire qu'on a tous maintenant en tête ce programme de scoring là, utilisé par les Chinois, et donc Facebook qui dit, et c'est au cœur de tes réflexions, qui dit, tiens, là je dis stop. Là je dis stop à une technologie dont l'utilisation néfaste est plus importante que l'utilisation positive. Oui, puis ces considérations sont très justes sur le caractère optimal du fonctionnement, mais on a en effet, dans la plupart de nos sociétés, une forte proportion. En France, 40% des Français considèrent que la reconnaissance faciale est une menace pour l'avenir, pour les démocraties, pour la liberté. Ça soulève quand même des interrogations. C'est-à-dire qu'au fond, il y a probablement une convergence entre des questions d'efficacité du dispositif et puis une partie des opinions publiques qui aujourd'hui ne sont pas prêtes. On peut faire le pari que si les choses fonctionnent à peu près bien pour Facebook, les gens soient plus prêts ou plus bienveillants ou plus dociles dans quelques années. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt une mise entre parenthèses dans un moment où en effet la technologie n'est peut-être pas très au point, où les sociétés ne sont pas tout à fait prêtes, quitte à revenir ensuite, soit sous cette forme-là, ou sous d'autres formes. Mais j'ai plutôt le sentiment de parenthèse. Je peux me tromper. Oui, parce que pour que ça fonctionne, si un jour on a des dispositifs, je crois qu'il y a des gens qui travaillent dessus, qui permettent de sécuriser l'anonymat de la donnée, tout en permettant de la traiter pour rendre un service. Si tu as confiance dans le fait que cet anonymat est sécurisé, mais tu peux autoriser à ce qu'on exploite ta donnée pour te rendre un service que tu valorises. Et donc, il y a besoin d'une couche de plus, qui est ce traitement automatisé, pour parler comme la CNIL, de ce traitement à grande échelle d'une data personnelle pour me rendre des services, tout en me garantissant qu'elle ne pourra pas déraper, fuir, être exploitée. Et le jour où ça existe, après tout, tu peux décider de façon consciente de l'autorisation de traitement de tes données pour un bénéfice que tu cherches ou qu'on te propose, tout en étant raisonnablement sécurisé. Ouais, mais enfin ça, moi je le fais déjà. C'est-à-dire, avec RGPD, il y a des tas de sites à qui je dis oui, vous pouvez utiliser mes données. Ouais. Alors c'est pas parce que j'ai confiance, c'est parce que je suis pas particulièrement inquiet de ce qu'on pourrait en faire. Moi, je te parle d'un superviseur d'anonymat, d'un super organisateur d'anonymat. Et je pense qu'il y a sûrement des gens qui réfléchissent déjà à ces enjeux-là, parce que c'est la seule façon qu'on a. C'est le job d'Isabelle. Très bien. Ça tombe bien. Oui, effectivement, pour protéger la donnée personnelle et pour proposer aux acteurs économiques qui veulent valoriser leur base de données. Donc là, on n'est pas sur la vidéo, mais sur tout ce qui est chiffres, caractères, données de cartes de fidélité, etc., que l'on transforme mathématiquement de telle manière que l'on protège complètement le citoyen, complètement le consommateur, mais tout en permettant à l'acteur économique de pouvoir en tirer des analyses, c'est-à-dire de faire des comparaisons par micro-segments pour en tirer des usages, etc. C'est génial. Tout en
protégeant les uns et les autres. Donc effectivement, ça existe. Ça Bah, s'appelle le differential privacy et Retency est à la pointe de tous ces développements. T'as vu ça un peu, comment on a amené le pitch de la boîte? Non, mais tu te rends compte? Ouais, mais alors là, je plaide non coupable. C'était absolument sans intention préalable, donc tant mieux. Ah, mais c'est pour ça que c'est bon. Mais il y a un sujet qui est juste après. Rapide, Jérôme, parce si cette technologie, j'imagine qu'elle est à base d'algorithmes compliqués, de cryptage, je ne sais pas comment ça marche, il y a un enjeu de la faire valider par les autorités pour dire c'est fait. Absolument. La CNIL l'a validé, l'a totalement audité, et d'ailleurs, on a travaillé... Mais c'est trop tard pour investir dans Retency. Respect pour les entrepreneurs, il n'y a pas un petit tour de table pas cher. Non. Un petit tour de table. Un petit tour de table pas cher. C'est le moment, là, Isabelle, vas-y. On va se voir après. C'est le biais de proximité. Exactement, exactement, on est en plein dedans. Mais alors, juste pour rebondir sur ce que vous Mais évoquiez rapide tout à aussi, l'heure, parce que... on n'a jamais vu autant de caméras dans les petites bourgades de France. Et aujourd'hui, énormément de citoyens réclament des caméras pour la sécurité. Ouais. Et donc ça peut peut-être faire le lien avec un autre sujet qu'on évoquera tout à l'heure, mais il y a une notion d'insécurité qui est tellement forte. Les maires n'ont pas la main ou n'ont pas de police municipale, ils n'ont pas d'autres moyens que de faire respecter en réalité la sécurité dans leur petite bourgade. Et donc, ils installent des caméras partout. Et quand vous allez voir vos commerçants, vous faites une campagne municipale, chaque commerçant vous dit « Mais madame, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas une caméra là qui permettrait de me sécuriser. » Bah justement. Donc, en fait, la relation à la caméra est quand même assez particulière. On s'arrête et justement, on va parler des sujets de préoccupation de la campagne électorale dans un instant.